Okay, let's get started. On va pouvoir commencer? Bon mardi à tout le monde, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir. On a des participants de partout dans le monde, donc j'aimerais souhaiter la bienvenue d'abord. Il s'agit ici d'une session pour présenter quelques idées de reportage. C'est une initiative de l'Université de Johns Hopkins et de du réseau de journalistes pour la santé sexuelle et reproductive et aussi de l'initiative Sex O'Clock. Donc, on va vous raconter aussi aujourd'hui les reportages qui vont être présentés à Women Deliver et vous donner l'opportunité de vous mettre en contact avec des journalistes qui travaillent dans ce secteur. Donc, pour commencer, je voudrais vous dire qu'on a un service d'interprétariat à la fois en français et en espagnol. Donc, si vous m'entendez, c'est que vous avez déjà réussi à trouver la fonction d'interprétariat. Donc, d'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue très rapidement et vous présenter l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le lancement aujourd'hui de notre Media Lab qui va se dérouler à la conférence Women Deliver. Et ce sera un espace qu'on a développé avec nos partenaires pour pouvoir, qu'on va amener à chaque conférence pour co-créer, innover, renforcer nos liens au sein de la communauté. Et on remercie bien sûr nos partenaires, y compris Dina Sharani qui mène l'émission Sex O'Clock News, IPPF, MSI, Reproductive Choices sont des organisations, y compris aussi Reproductive Sensory Population Balance, ce sont des organisations qui travaillent avec nous et qui vont vous raconter un peu les sujets qu'elles couvrent sur la planification familiale. On va d'abord vous présenter donc Pamela de Women Deliver. On est très heureuse qu'elle ait pu nous rejoindre. Elle va nous parler un peu de comment est-ce que vous allez pouvoir naviguer cette conférence pour que vous puissiez comprendre les différents sujets qui seront abordés. Et puis après, nos intervenants nous vous présenter leurs histoires, leurs reportages. Et enfin, on aura une session des questions et réponses. Et donc à ce moment-là, vous pourrez poser vos questions, soit en prenant la parole directement, en allumant votre micro, soit en posant vos questions par écrit dans le chat. Et ce serait une manière pour vous de, de créer du lien plus de qualité avec les intervenants. On va commencer par l'émission de Sex O'Clock News de Gina. Donc, d'abord, je voudrais applaudir toutes les personnes qui participent aujourd'hui à cette session. Il y a plus de 500 personnes qui se sont inscrites. Donc, qui est là? Qui est présent dans notre public aujourd'hui? D'abord, toute l'équipe de Women Deliver, y compris les journalistes qui ont reçu une bourse pour couvrir l'événement. On a pu aussi inviter la communauté FPNN, qui est la communauté des journalistes de la conférence ICFP. Donc, c'est des journalistes qui couvrent particulièrement les sujets de santé sexuelle et reproductive et on les a impliqués beaucoup dans nos travaux avec le Media Lab. On a aussi notre communauté de reporters. On a et déjà, je voudrais dire qu'en novembre dernier, on a beaucoup travaillé et on a vraiment avancé sur ces sujets avec des journalistes. Et donc, on a voulu les impliquer ici aujourd'hui et pouvoir mettre en lumière les reportages, les sujets qu'elles couvrent à la conférence de Women Deliver. Donc, je voudrais vraiment les remercier personnellement et les applaudir pour leur travail. Et sans plus attendre, je vais donner la parole à notre très chère et la célèbre Dina Sharani qui va nous présenter son émission Sex O'Clock News. Merci beaucoup, je crois que c'est beaucoup trop, mais merci d'avoir présenté. Euh,
de quoi il s'agit. Merci d'avoir rassemblé aussi tous ces intervenants aujourd'hui. Et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Dina Sharani et donc je suis derrière le compte Instagram Sextogram. Euh, et comme certains le savent, vous le savez peut-être, je suis très politique, très intentionnelle et on m'appelle aussi parfois la Barbie SRHR, donc sur les droits et la santé sexuelle et reproductive. Et moi, ce que je veux faire, ce que j'aime faire, c'est de démystifier tout le langage autour de la sexualité et d'une manière qui parle à la génération, la nouvelle génération. Et puis aussi, je vise aussi un public plus large, au-delà de notre petit cercle. Et je travaille donc avec des journalistes qui couvrent déjà ces sujets pour mettre en lumière leurs témoignages, leurs reportages. Et comme vous savez, aujourd'hui, beaucoup de monde aime dire que la santé des femmes, la liberté, tout ça, c'est important, mais cette conversation, elle se focalise pas forcément toujours sur la sexualité, le sexe lui-même, sur le plaisir, etc. Et, et quand on aborde ces sujets-là, souvent, beaucoup de personnes, ça effraie beaucoup de monde. Et donc, je pense, moi, que c'est des conversations qui sont importantes. Et en particulier dans le cadre de la conférence Women Deliver 2026. Et si vous savez pas de quoi il s'agit, ma collègue Pamela vous en parlera dans quelques instants. Mais en gros, c'est une conférence qui cherche à mobiliser le mouvement et à aussi être une célébration joyeuse parce que c'est important de célébrer aussi les succès. Et je crois que cette année, Women Deliver, ce sera vraiment l'enjeu, ce sera de pas simplement de parler d'idées, mais aussi d'actions. Et en particulier dans la région du Pacifique, de l'Asie et du Pacifique. Bon, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que aujourd'hui c'est un moment assez critique. Il y a moins d'argent, moins de financement, plus de recul, plus de critiques. Et donc c'est important que les gens puissent s'exprimer et présenter leur propre réalité. Euh, et, hum, et, et bon, comme l'a dit Matt, pour moi, ce sont c'est un sujet qui est vraiment pas abstrait. Et c'est très important pour moi d'en parler de manière concrète. Pour moi, c'est important parce que, au final, ce qui est en jeu, c'est comment est-ce que les filles vont avoir accès à des informations qui vont pouvoir potentiellement changer leur vie, se protéger des violences. Je parle aussi beaucoup de censure dans mon émission et ma collègue Martha va en parler un peu plus aussi. Et j'aime bien aussi mettre un visage sur ces sujets. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces espaces de discussion parce que ce que j'aimerais montrer, c'est que les conversations autour de la sexualité, c'est pas simplement parler de sexe, évidemment, c'est aussi parler de financement, de parler euh, de, de comment contrer les discours anti-droit, etc. Et donc, c'est important de comment raconter ces histoires parce qu'une bonne histoire, c'est ce qui permet d'attirer l'attention des gens et ça peut aussi permettre de clarifier un peu les choses, le chaos. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de ça. Et bien sûr, l'idée, c'est pas que vous devinez du jour au lendemain expert ou experte de la santé sexuelle et reproductive, mais et, et moi, vous savez, ça fait 17 ans que je travaille là-dessus, et j'ai vu beaucoup d'opposition au fil des ans. Donc c'est important de se repositionner à chaque fois et d'affiner notre discours. Et il faut dire aussi que à l'heure du numérique, on voit ces mouvements, ce mouvement anti-droit prendre encore plus d'ampleur. Mais ce qui est important, c'est de trouver l'histoire qui va attirer l'attention, qui va déclencher un intérêt, qui va nous accrocher, l'histoire qui nous accroche, la bonne accroche finalement. Donc,
Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que beaucoup des histoires autour de ces sujets, finalement, peuvent être très différentes, mais finalement, elles en viennent au même sujet central, à la même lame de fond, c'est le contrôle. C'est toujours une histoire de contrôle et de pouvoir, et de comment et qui contrôle les corps et les esprits des femmes. Donc, merci de participer à cet événement avant même la grande conférence Women Deliver. Et donc, merci de prendre toutes ces narrations, ces récits au sérieux. Donc là, vous pouvez voir à quel moment est-ce que notre émission va avoir lieu dans la conférence de Women Deliver. Donc, vous pouvez voir tous les événements qui sont liés euh, à, à nos activités. Donc, vous- là, vous pouvez voir plus en détail. On va parler lors d'une session plénière sur l'autonomie corporelle. Et puis, on va aussi mettre en avant les histoires personnelles de jeunes leaders et leur poser la question directement et poser aussi la question aux leaders, aux dirigeants politiques, en leur demandant concrètement plus de transparence et euh, quels sont leurs objectifs, qu'est-ce que cela veut dire. Donc, si vous voulez contribuer aussi à l'émission Sax O'Clock News et à notre site internet, vous pouvez bien sûr nous contacter euh, parce que bien sûr, euh, je crois qu'on va partager le lien du site dans le chat, il me semble, mais c'est un sujet, il faut ça soit vraiment une communauté et que ça soit un élan collectif qui se mobilise autour de ces sujets. Donc vraiment, j'invite tout le monde à participer, à contribuer, à partager leurs perspectives. Oui, et je voudrais simplement dire sur le site saxoclub.com, en fait, ce site n'est pas encore actif, mais il sera lancé quand on sera à Melbourne. Donc, pour l'instant, il n'est pas accessible et je vais vous en parler un peu tout à l'heure, mais en tant que reporter, vous pourrez rejoindre Dina en tant que correspondant et correspondante. Vous pourrez rejoindre Dina pour l'aider à Melbourne lors de la conférence. Et je vais passer maintenant donner la parole à Pamela de Women Deliver qui va nous présenter très rapidement de quoi il s'agirait, ce qui va se passer à la conférence. Merci beaucoup et merci Dina pour toutes les informations que vous avez déjà fournies sur Women Deliver. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle porte-parole de Women Deliver et c'est vraiment un plaisir pour moi de voir qu'il y a beaucoup d'intérêt médiatique sur ces sujets pour la conférence elle-même. Et j'ai hâte de vous rencontrer en personne dans quelques jours. Je crois que beaucoup vont être là en personne et j'en suis très heureuse. Euh, donc, je crois que comme vous pouvez lire, le changement est en train de nous appeler ici maintenant. La semaine prochaine, on va se rassembler. On va rassembler des leaders politiques, des activistes, des plaideurs, plaideuses, des donateurs, les médias, les journalistes, euh, les personnes intéressées par ces sujets qui viennent de partout dans le monde à un moment de conflit, à un moment où il y a de plus en plus de pression sur nos droits et des questions qui demeurent encore sans réponse. Pour savoir comment est-ce que le système va réagir pour protéger les droits des femmes et des jeunes filles partout dans le monde. C'est la première fois que cette conférence aura lieu dans la région d'Asie-Pacifique et c'est important. C'est important parce que c'est une conférence qui a été définie par le leadership local, par les voix autochtones aussi et les Premières Nations et aussi par la détermination même des gens d'aller au-delà de la conversation et de demander des comptes vraiment et de déployer des réseaux de solidarité. Et donc, on a hâte de voir ça
pendant la conférence, bien sûr, se dessiner et même après, au-delà, avec des déclarations d'engagement qui auront lieu pendant la conférence. Donc, j'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais simplement vous montrer comment la conférence sera structurée. On a quatre piliers pendant la conférence qui seront un peu quatre espaces différents pour imaginer nos avenirs, notre avenir. Donc, il y aura un premier espace où on va un peu essayer de diagnostiquer ce qui va pas, ce qui fonctionne pas. Ensuite, on se rassemble pour construire une vision commune. Comment est-ce qu'on peut reconcevoir les systèmes et placer la justice reproductive au cœur de ce système. Et puis ensuite, on va se réunir pour euh, mener des actions concrètes. Et ça, c'est vraiment important parce qu'il y a que c'est les humains, les êtres humains qui peuvent mener ça, qui peuvent vraiment agir et tisser des liens par-delà les mouvements, les communautés, les pays, etc. Et donc ça, c'est un peu important de penser à comment est-ce qu'on va pouvoir matérialiser, rendre plus palpable la vision qu'on aura établie. Donc, c'est important de se rassembler pour réfléchir à comment réinitialiser un peu notre vision, mais aussi comment maintenir cet élan dans le temps. Il y aura à la conférence plus de 120 sessions parallèles, 12 sessions plénières, plusieurs événements parallèles. Il y aura aussi des célébrations des événements la nuit, le soir. Il y aura un programme artistique et centré sur les jeunes aussi. Et vraiment, la santé sexuelle et reproductive, c'est le sujet phare, le lien qui relie toutes les conversations qui aura lieu lors de cette conférence, puisque c'est vraiment un sujet important à l'heure actuelle. Donc, ma recommandation pour toutes les personnes qui souhaitent venir, c'est de sélectionner les quelques sessions que vous ne voulez pas manquer. Euh, Gina et Matt peuvent vous aider aussi à définir ça. Et puis, donc, allez écouter les personnes qui présentent. Euh, mais lors de cette conférence, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans le public, que ce soit lors du déjeuner, au post-café, etc., toutes ces personnes ont quelque chose à raconter. Et elles pourront potentiellement changer le cours de votre vie ou de votre carrière. Donc, je vous encourage vraiment à engager la conversation et en particulier avec nos partenaires médiatiques et les journalistes qui seront là, présents sur place. Donc, vous pouvez bien sûr aller sur le site Internet pour voir un peu plus le programme en détail. euh, et en fonction de ce qui vous intéresse, que ce soit la justice climatique, la justice économique, etc., vous pouvez vous créer, vous dessiner un parcours pendant cette conférence, un emploi du temps. Merci beaucoup, Pamela. Et on va passer maintenant aux présentations des différents projets. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde ne sera pas forcément en personne à Melbourne. Donc, si vous avez, on sait que bien sûr, tout le monde n'a pas la possibilité de voyager et de se rendre à Melbourne. Donc, il faut dire qu'il y aura aussi une expérience virtuelle pour pouvoir vous réunir pas simplement pour la conférence Women Deliver, mais aussi après. Vous allez pouvoir vous réunir avec des acteurs du secteur. Et donc, c'est important voilà, j'aimerais simplement vous dire que cette session aujourd'hui, c'est vraiment pour commencer à tisser des liens avec les journalistes de la communauté auxquels vous pouvez vous référer si voulez attirer l'attention sur des histoires particulières. Donc, je vais donner la parole à chacune de nos organisations.
Donc pardon, ce ne sont pas des journalistes, mais des représentants d'organisations, et les journalistes peuvent les contacter pour les interviewer, par exemple. Donc, merci Matt. J'ai l'impression qu'on est dans un jeu et que je dois présenter le plus rapidement possible et la cloche va sonner et j'aurais peut-être pas eu le temps de tout dire. Donc, je vais essayer d'être brève et d'être convaincante. Merci Matt. C'est une très bonne idée. Et bonjour à toutes et à toutes. Je m'appelle Nerida Williams et je suis conseillère en communication et plaidoyer pour la Fédération internationale de la planification familiale, qu'on dit, on nous appelle souvent par l'acronyme IPPF, partout dans le monde. Moi, je suis personnellement basée en Thaïlande, mais je viens d'Australie. Donc parfois, j'ai l'occasion d'aller chez moi, dans mon pays, pour aller voir la conférence Women Deliver. Donc j'en suis très heureuse. Enfin, cette année. Donc simplement vous dire, on est la plus grande organisation qui travaille sur la planification familiale, mais ça fait 75 ans qu'on existe. On est une fédération de différentes organisations dans plus de 150 pays du monde qui travaillent sur la planification familiale. Presque dans tous les pays du monde, on a un partenaire et généralement, ce sont des organisations qui organisent, qui sont donc des ONG locales ou des organisations de la société civile et qui organisent leur propre service de planification familiale. Et je pense que c'est un privilège pour une organisation comme la nôtre parce qu'on a contact avec énormément de plaideurs, d'activistes, mais aussi des prestataires de services, des personnes qui fournissent elles-mêmes des services sur le terrain, que ce soit des soins d'avortement, des contraceptifs, euh, des services sur l'infertilité, mais aussi des plaideurs et des plaideuses qui travaillent avec les législateurs pour essayer de changer la loi et aussi d'inclure les communautés marginalisées et d'augmenter, d'améliorer l'autonomie corporelle. On va avoir un grand nombre de notre staff qui va venir à la conférence Women Deliver. Et aussi beaucoup de représentatifs de tous nos partenaires, en particulier partout dans le monde, mais en particulier de la région Pacifique et d'Asie du Pacifique. Euh, on va mener à peu près 17 sessions parallèles. Euh, donc, si par exemple vous allez voir une l'une de ces sessions et qu'il y a quelqu'un dans le panel qui vous intéresse, je peux être vos points de contact. Moi, je vais être plus particulièrement sur notre stand d'exposition, donc la plupart du temps, donc n'hésitez pas à venir me voir là-bas en personne aussi. Sur notre stand, on aura aussi des sous-vêtements avec des slogans drôles et donc je vous invite à venir nous voir aussi sur le stand. Je- c'est difficile de me focaliser sur un sujet en particulier, mais je crois que ça peut être assez important pour les journalistes. C'est un événement qu'on organise en partenariat avec une autre organisation, y compris MSI. On travaille beaucoup avec MSI. Et c'est donc un événement pour lancer un nouveau rapport euh, focalisé sur l'Australie et qui s'appelle Just the Numbers, donc en français juste les chiffres. Et c'est une recherche qu'on a menée avec l'Institut Guttmacher dans la région d'Asie du Pacifique. Et donc, ce rapport va être lancé le jour de cet événement, donc le 27 avril, pardon, le 28 avril. Et on va aussi émettre un, euh, un communiqué de presse avec certaines statistiques. Euh, on va, donc bien sûr, on peut pas communiquer trop là-dessus jusqu'au 28 avril il y aura beaucoup d'informations communiquées à ce moment-là. Mais il y a toujours des écarts très importants dans cette région.
Et il faut souligner que l'Australie a quand même beaucoup déjà investi dans les femmes, mais il y a quand même besoin de plus de financement. Donc ça, donc c'est des événements qu'on va mener. Et un autre événement qui, je pense, pourrait vous intéresser, c'est un événement sur les violences reproductives. Donc c'est un événement parallèle, un événement qu'on qu'on a amené avec MSI et Tulane aussi. Et c'est pour montrer aussi de la recherche pour montrer comment la violence reproductive est en train d'augmenter partout dans le monde, en particulier pendant l'accouchement ou l'enfantement, et aussi en termes d'accès aux soins d'avortement. Donc ça, je crois que ce sont des sujets qui peuvent intéresser les journalistes, en particulier si ça vous intéresse de parler de la violence reproductive et comment y répondre. Et puis enfin, en troisième point, un autre moment qui va être important pour nous à la conférence, c'est qu'on a une nouvelle directrice exécutive, directrice générale, qui a commencé le 1er mars dernier. Elle sera là en personne. Et ce sera sa première apparence, enfin sa première participation dans un événement public. Elle est, elle est géniale. Elle est basée au Mexique et elle va participer à plusieurs événements, mais elle sera quand même disponible pour des interviews si ça vous intéresse, son point de vue vous intéresse. Et c'est un rôle très important au niveau global. Et donc, elle peut vraiment parler avec expérience et expertise sur des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Euh, et c'est, et on essaie d'être de plus en plus stratégique et sur contre, comment est-ce qu'on peut répondre à l'opposition et quels mécanismes on peut mettre en place. Et c'est un sujet auquel on tient et elle peut en parler. En fait, lors de la cérémonie de la conférence de presse, la dernière conférence de presse de la conférence, elle fera partie de ce panel. Je suis désolée, je ne sais pas si j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais j'ai l'impression que la cloche sonne. Oui, donc je crois que j'ai plus beaucoup de temps, mais merci de m'avoir donné cet espace pour présenter ces différentes opportunités. On est très, très heureux que la nouvelle directrice d'IPPF puisse nous rejoindre à Women Deliver. Merci. Je vais passer maintenant la parole à, à Noreen, qui représente IPAS. Donc, bonjour, je m'appelle Noreen Faken et je suis directrice des relations presse pour IPAS. Et donc, on est une organisation internationale qui se focalise sur la justice reproductive. Je vois qu'il y a quelques personnes qui sont là que je connais déjà. Moi, je vois aussi des personnes qui sont là de Zambie, c'est là où je suis née, donc bonjour, salutations. Ce qu'on fait, nous, à IPAS, c'est que on forme les prestataires de santé pour fournir des services d'avortement sûrs. L'autre chose qu'on fait, c- c'est qu'on surveille de près les mouvements anti-droit. Et en gros, ce qu'on a remarqué, c'est que ce que les mouvements anti-droit savent, c'est que si, euh, ils, si en fait ils forment la nouvelle génération, c'est une façon pour eux de consolider leur pouvoir dans l'avenir. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que des, la plupart des reportages sur ce sujet se focalisent sur les reculs des droits sexuels et reproductifs, mais il y a beaucoup plus à dire sur ce sujet. Euh, on sait que ce sont des individus, des personnes
des partis politiques, des donateurs, des milliardaires qui s'organisent de manière systématique et qui forment. Il y a des formations qui ont lieu pour former des jeunes et des plaideurs qui travaillent contre les droits humains pour consolider ce pouvoir. Donc, on va organiser un événement autour de ce rapport qui s'appelle Préserver, anticiper l'avenir, la professionnalisation d'une génération de jeunes contre les droits. Et on va parler un peu plus du contexte, euh, etc. Et donc ça, c'est un premier événement auquel je vous invite. Et, euh, et le deuxième, donc nous, je voudrais dire qu'on aura à Women Deliver à peu près 13 personnes qui viendra de représenter IPAS de toute la région d'Asie. Et ce que je voudrais dire, c'est que donc c'est une session qui va se focaliser sur les désastres liés au changement climatique. Et ce qu'on a trouvé, c'est que l'accès, l'accès à l'avortement, finalement, s'est élargi dans les dernières décennies, mais, parce qu'il y a un mais, elle s'est élargie de manière très inégale. Il y a quand même, il y a aujourd'hui donc une pression climatique qui a un effet sur l'accès aux soins d'avortement. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les situations de climatique extrêmes bloquent l'accès de certaines communautés à l'avortement. Ça augmente aussi les violences basées sur le genre. Et dans les contextes humanitaires, ce qu'on a remarqué aussi lors d'un désastre naturel, les soins de planification familiale sont dépriorisés. Donc, je crois que j'ai été le plus bref possible et puis vous pouvez voir toutes les informations sur ces diapositives. Mais ce sont les deux événements auxquels je vous convie pour Women Deliver. Et donc, oui, je voudrais répéter que on va bien sûr pouvoir vous partager des informations euh, après, après ce webinaire. Je vais passer maintenant la parole à MSI. Donc, je m'appelle Kylie et je suis directrice des médias chez MSI. On est basé à Londres. Donc, très brièvement, on est euh, une organisation mondiale qui offre des soins d'avortement. Euh, et notre vision, c'est de pouvoir fournir ces vêtements, ces services à tout le monde, peu importe d'où ils viennent. Donc, le sujet sur lequel je voudrais vous sensibiliser, c'est la coercition reproductive. Et, et donc, parfois, elle est psychologique, parfois, elle est physique. Et parfois, certaines personnes ne se rendent même pas compte qu'ils ont été victimes de coercition reproductive. Et en fait, c'est quand quelqu'un d'autre contrôle ou interfère dans votre choix reproductif. Donc, par exemple, quelqu'un peut cacher un préservatif ou cacher votre pilule, ce genre de choses. Mais en fait, c'est une réalité qui n'est pas vraiment documentée dans les systèmes de santé. Souvent, elle n'est pas nommée, donc elle devient invisible et les risques en sont donc encore plus grands. Euh, MSI, on, on va lancer une note de position, ce qu'on appelle un livre blanc sur ces forces cachées. On a déjà lancé ça en 2020. Euh, et, et, et donc, je vous invite à lire ce document. Alors, ce que cette recherche a trouvé aussi, c'est que la grossesse, quand elle n'est pas désirée ou quand elle n'est pas planifiée ou prévue, augmente par 4 les risques de violence entre partenaires intimes.
Et ce qui rend la coercition reproductive difficile à couvrir de manière médiatique, c'est que on n'en parle pas souvent, donc on n'a pas forcément les bons mots pour la décrire. Pourtant, la coercition reproductive a lieu a lieu partout, indépendamment du niveau de revenu, du contexte culturel ou national. Et elle est souvent liée à certaines normes autour de la masculinité, euh, et de normes qui sont très fortement ancrées et qui rendent très difficile de lutter contre cette coercition. Et donc, c'est important et c'est vraiment de plus en plus urgent de parler de cette réalité. Et donc, la semaine prochaine, dans le cadre de Women Deliver, on va lancer un nouveau papier, un nouveau document de travail sur la violence reproductive en partenariat avec l'UNFPA. Et donc, pendant la conférence, on va inviter des personnes qui travaillent vraiment sur le terrain et qui ont vécu ces cas, qui ont été témoins de ces cas de coercition reproductive et qui pourront vous parler des normes sociales et culturelles qui mènent à cette coercition invisible. Donc, des médecins, par exemple, vont venir parler en personne. Et donc, quand on parle de coercition reproductive, ça peut être très large et inclure aussi, par exemple, les maladies sexuelles transmissibles qui ne sont pas traitées, ce genre de cas. Et c'est vraiment un sujet qui n'a pas été représenté dans les médias, qui a été invisibilisé. Et donc, je pense que pour ça, c'est très important de nommer, de mettre des mots sur sur cette réalité. Wonderful. Thank you so much, Kylie. It's amazing. And here is some spokespeople. This will come out with the packet as well. So these are some people that I believe will be at Women Deliver that you can be able to speak to. And so reach out to Kylie if you have any questions. And up next is the Et amazing Nandita maintenant, Bajaj j'aimerais donner from la parole Population à Balance. Nandita Bajaj Thank you so much, de Matt, and Population thank you all the Balance. former speakers so far. Merci beaucoup Fantastic, et amazing. ça a été très My name intéressant is d'entendre mes Nandita collègues. Bajaj, and Euh, Executive Director of je suis Population Balance. directrice de I'm originally Population from India, Balance. Je suis currently live in Canada, and my originaire organization is US d'Inde, based. euh, I'm mais also the j'habite au Senior Canada et mon Advocate at organisation est WestRock basée aux University, États-Unis. and my area of research is Et je suis aussi focused on chercheuse birth et and je travaille sur le prenatal loss. nihilisme. And C'est, I look at c'est, pronatalism is basically enfin, a pardon, je societal travaille sur le pressures on pronatalisme. Le people, pronatalisme, c'est primarily un mot women, qui to revient bear beaucoup children, et and qui often finalement for revient external agendas. And it à ties in really mettre well la with pression sur les what we femmes were pour just avoir talking plus about in d'enfants. Et terms of souvent, ça répond à des pronatalism. forces Why is extérieures à there ces so femmes. much pressure Donc, on pourquoi est-ce qu'il y a people autant de either to pression sur certaines coerce it personnes, or to incentivize que ce means to soit have de manière even more coercitive families? ou qu'on And that's encourage tout really simplement my area of à avoir plus expertise. d'enfants? Et ça, And at c'est mon Population domaine Balance, we look d'expertise at the d'un point de vue de la incidences of recherche. pronatalism, Et j'essaye de reproductive faire le lien rights, entre le as well as pronatalisme, planetary les health. droits And reproductifs et la we santé de do la a lot of planète. educational campaigns. Donc, We on have fait beaucoup two de campagnes podcasts. éducatives. On a Called deux Overshoot podcasts, and un qui s'appelle Beyond Pronatalism. Overshoot en anglais And et un we autre write qui s'appelle articles Beyond for academic journals Pronatalism. Et and popular on écrit media, aussi as well as articles pour educational des revues publications for scientifiques. nonprofits, On, universities, and schools. on mène aussi des présentations pour And les écoles, les universités my et talk aussi les today, I'm ONG. giving two pitches. The first one Aujourd'hui, je vais vous is inviter à there's vous been a intéresser à deux lot of suyets. alarmism that's D'abord, rampant il y a eu among beaucoup policymakers d'alarmisme and autour media de outlets l'idée that are du déclin de la reporting fertilité. falling birth rates as a crisis. Et donc, That cette réalité est somehow souvent that opportunity présentée represents a comme people around the quelque world chose de are dramatique pour la experiencing some planète. kind of a demographic
c'est présenté comme un désastre démographique, quelque chose qu'il faudrait arrêter à tout prix. Et ça, c'est repris par les politiques, etc., et les médias. Et mon argument, basé sur la recherche, c'est que l- le déclin des taux de natalité n'est pas une crise. Finalement, cette panique autour du déclin de la fertilité, euh, en fait, a des effets négatifs sur les droits reproductifs des femmes et sur la santé de la planète également. bringing with it very serious social and ecological crises. And many people around the world, especially in the global majority, are already deeply suffering from these crises. Et So, over the last several donc, decades, ce qu'on a fertility trouvé, rates c'est have been que falling dans around les the world, dernières which reflects décennies, les taux de women's natalité reproductive ont partout choice. dans le And monde it's one of the most été en positive déclin, ce qui developments reflète in history. finalement un plus grand So, choix how are reproductif. so Et c'est many l'une des women avancées les plus feeling about importantes au this, niveau mondial. viewing Donc, this pourquoi est-ce que pandemic les as a médias crisis? euh, And décrivent cette tendance qui est so positive comme une the question crise? really is C'est who la question. benefits from a Et la growing question, c'est fertility vraiment population? qui And this bénéficie is not d'une a radical population statement. This en is a croissance reactionary constante. pronatalism that is Et donc, hosted to ce the pronatalisme bribery by giving euh, women money to have more qui est children en train de or s'instaurer à through travers de la fees corruption aussi. instituting Beaucoup abortion de and programmes cherchent reproductive à donner de l'argent restrictions aux or femmes pour qu'elles aient bans. des enfants. And we Est-ce know that que even on sait though over the course of the last several decades, que, research shows that que, whenever and wherever pardon, women have greater self-determination, on more sait, la recherche nous equity, montre que de access to manière contraceptives générale, and plus de family planning femmes ont accès à la education, planification the chance to familiale, have aux more informations women sur la santé children and sexuelle et birth reproductive. rates fall. Et And dans ce yet, cadre-là, as ces Julie femmes so choisissent, quand elles ont accès clearly à ces informations, elles underlined, choisissent d'avoir moins women in d'enfants. worlds are not allowed to make such choices and are exploited by patriarchal powers Mais who on sait rely aussi que on de men plus en plus, for their beaucoup de reproductive femmes n'ont labor pas in le order to droit, n'ont pas increase accès, population n'ont pas le growth. droit de So, faire ces choix-là. my argument here is Et very low birth rates and mon argument, violence c'est among que progressives and feminists basically legitimizes the notion that women c'est are que suppressing babies and enfin, disqualifies women's mon bodies idée, as c'est well as que children. finalement, And il n'y a pas de so politique we really pronataliste qui need puisse to, être as féministe. our C'est advocates, important, nous, en need tant que to look plaideurs et beyond this framing, plaideuses, even though d'arrêter de the parler moderates de are crise promoting it as démographique, such, and parce que ça ne sert pas les understand that intérêts not des only is it femmes. a Et c'est cosmic important de trend, comprendre it's que one c'est that une we should tendance be positive, mais aussi embracing and une tendance qu'on celebrating devrait to be sure accélérer that everyone euh, pour, everywhere has pour que tout this le monde, partout dans le choice monde, available to them. ait ce choix. And Euh, my second pitch is actually just et a ma deuxième idée, le anecdote, deuxième thème que j'aimerais which vous is that présenter, en plus de progressive celui-ci, de manière pronatalism, so a lot of complémentaire, c'est que progressive outlets, for example, le are pronatalisme saying that progressif, donc yes, we should c'est-à-dire le be pronatalisme making it easier for people to qui have dit children. We should oui, be il faut giving que ce them soit plus money to facile pour increase the les childbearing femmes d'avoir rate des enfants, rates in order to increase birth rates. il And faut that to me augmenter is les a very bénéfices dangerous shift fiscaux, because again, il it faut qu'il legitimizes y the ait notion that falling birth rates is aussi a autour crisis that we need de to la garde solve, d'enfants. even if it Euh, makes it sound feminist Même or si progressive. on a l'impression que c'est My argument progressif ou is there's féministe, never mais a moi je crois feminist qu'il y a reason to vraiment aucune incentivize raison childbirth. féministe We euh, should be instituting de, caring policies such as d'encourager la natalité. child benefits, not because we need to Oui, increase birth rates, but because we are requiring caring euh, policies il faut that bien sûr respect people's ability to augmenter et autonomy as well améliorer as la planetary health. qualité And des it soins also aux enfants, mais respects pas pour people's life augmenter le choices nombre and d'enfants et meaningful augmenter la natalité, parenthood mais as simplement parce well que as c'est important maternity. d'avoir des It respects politiques people who are saines single, who are childfree, who are et justes et childless, équitables autour de and la who garde are not d'enfants. married, etc. So I will stop there and Donc, je vais m'arrêter ici thank you pour so much l'instant, for this mais opportunity. merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de Thank présenter you so cette much, Nandita. perspective. Always inspiring. And if for those who don't know Nandita, who have not Et pour heard her celles et podcast as ceux qui ne well, connaissent pas Nandita, je vous she's invite à écouter son so amazing. podcast. So it comes out Il est pretty génial frequently. So et il y a souvent amazing. des épisodes, donc je vous invite vraiment à l'écouter. And now for our final pitch, Et we have enfin, pour Martha, notre and she's dernière going présentation, to je vais donner la share parole à Repro Uncensored. Martha, qui représente for Repro everybody. Uncensored. Really amazing pitches.
Merci beaucoup. Et donc, je suis vraiment heureuse d'être ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Et surtout, j'aimerais vraiment avoir vos retours sur ce que je vais vous présenter, si vous avez des questions. Donc, je dirige une organisation qui s'appelle Repro Uncensored. Et ce qu'on fait vraiment, c'est le cœur de notre travail, c'est d'essayer de lutter contre la censure autour de la santé sexuelle et reproductive. Donc, on s'attaque un peu à la big tech, qui est j'ai tout le temps, de manière systématique, en train qui censure et ferme des comptes. Euh, donc, on travaille par exemple sur les deepfakes et d'autres formes de violence dont on a pu être témoin, qu'on a pu observer. Donc, quand quelqu'un a vu son compte fermé, sur les réseaux sociaux, ils peuvent venir nous le rapporter et l'ajouter sur notre carte interactive qui est disponible sur notre site Internet. Vous voyez ici un aperçu. Et là, vous pouvez donc voir la carte de tous les comptes qui ont été censurés. Et en tout cas, ce sont les cas qui nous ont été rapportés à nous. Et ce sont les endroits, bien sûr, c'est pas forcément une carte représentative puisque ce sont des cas auto-rapportés, auto-déclarés. Et bien sûr, il y a plus de cas dans les endroits où les gens savent qu'ils sont censurés et donc c'est un peu ce qu'on fait, ce qui est un peu le cœur de notre travail, de notre mission. Et je sais pas quel est votre degré de familier avec la censure reproductive, mais j'aimerais vous en parler 2 secondes pour nous. Alors, je voudrais vous dire que la censure, bien sûr, c'est une force très stigmatisante, mais qui peut aussi avoir des effets nuisibles concrètement pour les personnes. Bon, nous, on est une petite organisation, hein, mais et en fait, on travaille. Il y a beaucoup de comptes qui sont vraiment des petits comptes qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui n'ont pas les moyens de s'en prendre à Big Tech, bien sûr. Donc, donc aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un va sur Google et essaye d'avoir accès à des informations, euh, si vous voyez dans les premières réponses, dans les premiers résultats de votre recherche, des fausses cliniques, par exemple, vous allez vous rendre dans des endroits où on va vous stigmatiser, on va vous dire que vous ne devriez pas vous faire avorter, ce genre de choses. Et donc, c'est important que les personnes qui recherchent des informations exactes et justes sur les services qu'ils recherchent puissent y avoir accès. Et donc, vraiment, on ne peut pas minimiser les effets concrets dans la vie réelle pour les personnes dont les comptes sur les réseaux sociaux sont supprimés. De manière aussi générale montante aussi, c'est l'influence de l'intelligence artificielle dans cet espace. Et puis, une autre chose, ce sont les mouvements anti-genre, ce qu'on appelle anti-genre. Et le problème, c'est que souvent, Big Tech, et quand je dis Big Tech, bien sûr, je dis Google, Facebook, TikTok, ne pensent pas ça de manière systémique. À vrai dire, parfois, ils reçoivent aussi des fonds des mouvements anti-genre. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une nouvelle vague de censure. Est-ce qu'on peut repasser à la diapositive précédente? Oui. Donc, il y a une vague de censure qui se passe aujourd'hui. Par exemple, simplement aux Pays-Bas, dans les quelques jours, il y a à peu près 70 comptes qui ont été fermés, supprimés, qui nous ont été rapportés.
Et on a l'impression qu'il y a un effet domino où plusieurs comptes, en fait, commencent à... En fait, il y a vraiment un effet de vague, un effet domino dans cette fermeture de compte. Et ce sont toujours donc des comptes par exemple, il y a un compte aux États-Unis qui a plus de 600 000, pardon, plus de 700 000 followers qui donc transmettait des informations sur la santé sexuelle et reproductive euh, et qui a été fermé et apparemment va pas être réouvert. Mais donc c'est un problème régulier. Beaucoup d'organisations queer en particulier sont ciblées. Et je voudrais dire aussi que on pense que ça a beaucoup à voir avec des politiques qui sont mises en œuvre dans le monde, en particulier en Australie aussi, qui visent à empêcher l'accès des adolescents aux réseaux sociaux. Donc ça, c'est un effet parallèle. C'est que il y a plein de contenus qui n'auraient pas dû être supprimés, mais qui l'ont été par la même occasion. Donc, pendant la conférence Women Deliver, on va présenter un rapport de la première vague de censure qu'on a pu observer, qui a déjà été publié en partie et documenté par le Guardian, et qui a eu lieu au mois de décembre dernier. Pendant Donc, l'un des comptes qui a été supprimé s'appelle The Queer Agenda. On travaille avec eux de main dans la main pour essayer de réouvrir leur compte. Il s'app- Et, ils vont aussi être là à Melbourne. Ils vont aussi organiser un événement parallèle et, euh, et parler aussi des politiques mondiales qui sont mises en œuvre. Et ce que je veux dire, c'est que The Queer Agenda qui vient juste d'être supprimé encore il y a 2 jours en fait. Il avait été supprimé avant et après il a été réinstauré et il vient juste d'être supprimé à niveau. Donc je vais vous transmettre les liens vers ces comptes-là et aussi notre rapport. Et je vous invite vraiment à venir à cet événement et pour en connaître un peu plus, avoir plus de détails parce que c'est important de mettre la lumière et sur ça, c'est sur cette vague de comptes qui est en train d'être supprimée. C'est un, voilà, on sait que les réseaux sociaux sont, euh, quand il y a beaucoup de mobilisation sur les réseaux sociaux à travers des reposts ou à travers des hashtags, etc., c'est une manière de faire pression aussi pour pouvoir permettre la réinstauration de certains comptes. Donc, on fait on travaille avec plusieurs journalistes comme par exemple du Guardian ou de Mother Jones. On vient juste publier un article intéressant là-dessus. Mais je vous invite à aller vous rendre sur notre carte qui est interactive et vraiment on compte sur vous pour essayer de sensibiliser le public sur cette question-là. Et n'hésitez pas à me contacter. Et si vous voulez aussi parler d'une région spécifique, je serai très heureux de vous partager des données là-dessus aussi. Je vous invite vraiment à vous asseoir avec Martha et à parler, à échanger sur ces sujets. Vous allez apprendre beaucoup de choses. On va maintenant passer à la session des questions et réponses. Et j'ai déjà vu quelques questions dans le chat auxquelles on va répondre d'abord. Mais si vous voulez poser une question maintenant, vous pouvez le faire de 2 manières. Peut-être la plus facile, c'est la caractéristique Q&A, donc questions et réponses. Vous pouvez écrire votre réponse là. Ou sinon, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole et vous pouvez poser votre question de vive voix. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur des opportunités de financement, de subventions, tout ça. Peut-être que Pamela aura plus d'informations là-dessus, mais malheureusement, je sais que nous, notre groupe, on n'a pas de bourse à offrir, malheureusement. Mais
par la suite, il y en aura plus, ça je le sais, mais pour cet événement-là, dans l'immédiat, non. Peut-être que vous le savez, mais ce qu'on fait à travers le Media Lab euh, avec le réseau FPNN, donc pour offrir des bourses de voyage ou de reportage pour les journalistes, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement. Mais dans le cas de Women Deliver, nous à Johns Hopkins, on n'a pas, mais peut-être que Pamela peut vous donner plus d'informations. Oui, alors cette année, on a eu des financements pour ramener 40 journalistes ou chercheurs qui travaillent sur les médias. On essaye toujours d'augmenter ce chiffre et d'augmenter nos financements. Bien sûr, ce serait mon rêve qu'il y ait beaucoup plus de monde, mais euh, en termes de financement philanthropique, euh, il y a plusieurs opportunités. Enfin, en tout cas, pardon, il y aura des sessions à Women Deliver qui seront spécifiquement sur ce sujet, sur les opportunités de financement et de subvention pour les journalistes. Donc, donc une des questions qui était en français dans le chat. Donc, dans certains pays, c'est sur l'idée que certains chiffres sur les taux de natalité sont tabous. Qu'est-ce qui peut être faire? Qu'est-ce qu'on peut faire puisque ce sont des sujets qui sont parfois tabous? Et sur l'idée d'ailleurs du déclin de la fertilité en particulier. Peut-être que Nandita a une réponse à ça. Oui, et je crois que c'est pas une coïncidence selon moi euh, que le déclin de la natalité est considéré comme un tabou dans beaucoup de pays, puisque, comme je l'ai dit plus tôt, on sait que les taux de natalité ont augmenté pendant des milliers d'années. Et bien sûr, c'est lié au patriarcat. Et c'est un moment aussi où le colonialisme, etc., avait besoin d'une force de travail plus élevée. Donc ces normes patriarcales sont restées, ont persisté au fur et à mesure que la civilisation s'est développée. Et aujourd'hui, nos économies sont basées sur ça, sur l'augmentation du taux de la natalité. Quand on parle de force, de militaire, du nationalisme, elles reposent toutes, ce sont des normes qui reposent toutes sur l'augmentation de la natalité. Donc oui, on peut comprendre d'où vient ce tabou. C'est parce que l'augmentation de la natalité servait les intérêts de ces institutions, de cet ordre établi. Et aujourd'hui, les taux de natalité on commence petit à petit à décliner. Eh bien, ces forces établies, toutes ces institutions sont en panique parce que leurs intérêts sont en jeu, parce ils en deviennent moins puissants. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tabous pour cette raison-là. Et, et là, ce qui est important, c'est de continuer à se focaliser sur l'autonomie reproductive, les droits reproductifs, le droit des enfants aussi, parce que c'est important. euh, L'important, c'est pas de dire qu'il faut qu'on ait besoin de bébés pour soutenir l'économie, pour soutenir la sécurité sociale. C'est important de, de ne plus parler de cette manière-là, d'utiliser ce langage-là qui est très pragmatique. Et c'est important de réclamer et de se réapproprier les valeurs de justice, de soins, pour que les personnes ne soient pas traitées comme de manière transactionnelle. Et donc, c'est important de se réapproprier cette conversation autour de la natalité et du taux de natalité comme une narration beaucoup plus
beaucoup plus féministe et de normaliser le fait que la baisse du taux de natalité est l'une des choses les plus positives qui ait lieu dans l'histoire de l'humanité. Oui, alors j'aime beaucoup ce sujet, moi. J'ai été interviewée pendant l'ICFP sur ça, sur ce sujet qui est vraiment un sujet qui me passionne et tout le monde paniquait sur voilà, ce déclin démographique. Euh, Tout le monde paniquait, voilà, que comme si tout le monde avait été devenu woke et avait décidé de plus avoir d'enfants. Euh, Quand j'étais un peu plus jeune, c'était difficile pour nous de parler de ces sujets-là. Et en fait, on s'est rendu compte maintenant que c'est pas une fatalité, qu'on a une certaine liberté, on a un choix autour de si on veut ou non avoir des enfants. Pourquoi, effectivement, pourquoi parler de crise alors qu'en fait, maintenant, les jeunes femmes ont plus de choix et de liberté qu'avant? Donc la question, en fait, n'est pas le problème, n'est pas le déclin de la natalité. La question, c'est pourquoi est-ce que ça coûte, c'est hors de prix de s'acheter une maison, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il y a une crise du logement? Ça, c'est la question. Est-ce- et pourquoi est-ce que le soin des enfants retombe toujours sur les femmes? Ce sont à ces questions-là qu'il faut répondre en particulier. Et donc, je crois que le mouvement anti-droit, euh, souvent, l'argument des mouvements anti-droit, c'est de dire retrouvez votre nature et essayez de retrouver il faut retrouver un ordre naturel. Et je pense que c'est important, comme disait Nandita, de nous réapproprier cette conversation et, et de poser la question, pourquoi est-ce que ça vous pose problème alors que justement les femmes ont plus de droits qu'avant? Euh, et c'est important pour ça d'utiliser bien sûr les moyens traditionnels de plaidoyer, mais aussi les réseaux sociaux aujourd'hui. Thank you, Dina. Okay, we have another question from Fatimata. On a une question de Do you know if there are Fatimata. any Est-ce qu'il organizations y that a support des individuals or organisations qui organizations providing care soutiennent and support to young women who wish to les jeunes adopt? femmes There's qui an, souhaitent avoir un there avortement? are an undetermined number of young women and unwanted Parce que pregnancies, il y a but the beaucoup de system femmes does not allow to decide qui whether they sont want to enceintes, mais have le a système ne leur permet pas what they toujours want de for their health and décider, well-being. euh, And euh, maybe de faire un maybe choix there's informé probably a sur lot leur to fill on santé. this. I think everyone can probably answer this Je crois que question. tout le monde a une opinion là-dessus dans ce panel, mais si Kylie or quelqu'un, peut-être que Kylie Noreen, ou Marie, si vous vouliez bien répondre à cette question. maybe where do young women go to? Where can they turn to find information Comment est-ce que les femmes, abortion les access? jeunes femmes peuvent trouver des informations pour Yeah, I l'accès can à l'avortement? answer some of this. So at MSI, Donc, chez MSI, work hard to make on, sure that we're reaching young on people with the s'efforce vraiment information they need. de pouvoir Some young donner women des themselves, informations aux a femmes lot of pour qu'elles it puissent is prendre des around, it décisions can be around éclairées. social media, it can be around working Ces with informations, on les transmet à travers les réseaux peer sociaux, educators aussi à to make travers sure that they have the des information and know that des it is their éducatrices choice. pairs, donc d'autres filles de leur âge, We qui also ont été work with formées sort pour of transmettre ces older, informations. respected people within the communities to facilitate On travaille norms aussi avec les and anciens support dans les for communautés young pour essayer de people and changer les normes parents when they need autour it. de Yeah, l'avortement et faciliter that's son accès. some of the ways that Donc, we ce sont un peu les support. manières dont on travaille chez MSI pour essayer de faciliter l'accès à l'avortement. I see there is a question for Noreen from iPass. Noreen, I would like to know how how can journalists effectively connect climate change and this Alors area in là, il y a une such a way question that is sur clear comment and reliable relier to audiences, available to le audiences. changement climatique I et also la have a santé few sexuelle et as well. I would like reproductive. to know which medium do you accept pitches from? Et,
Et une journaliste qui dit qu'elle a aussi... donc, il y a une question sur le lien entre la santé sexuelle et reproductive et le changement climatique, et aussi une question sur un journaliste qui demande si j'aimerais, moi, vous proposer un sujet, à qui est-ce que je dois m'adresser? Est-ce que Norine est là? J'ai l'impression qu'on a perdu Norine. Euh, mais en attendant, est-ce qu'il y a plus de questions? Je vois quelqu'un qui a la main levée. Erickson. Yes, Matt, thank Oui, you. merci Matt. Thank you for this opportunity Et and merci pour cette discussions discussion, that cette are very opportunité relevant to qui est our today's pertinente society. euh, I know pour notre société most aujourd'hui. communities are Je crois struggling with que sexual reproductive health beaucoup and de rights, communautés but I font want face à to des défis en appreciate matière de the droit movement et d'accès especially à that la was santé trying sexuelle et to reproductive. try to explain more in as far as SRHR is concerned. In the society that I Donc, come, that is in dans ma Western Kenya, société, donc au it has reached a Kenya point de whereby the l'Ouest, society is becoming more permissive for these discussions to la take place. société est de And plus we en see plus when ouverte à ce type de discussion. they allow the young generation Et to open maintenant, up, les jeunes the peuvent s'exprimer un solutions peu are plus really librement available. et les So solutions we sont have some disponibles facilities parce supporting qu'il that. And y a certains okay, they centres ensure that the médicaux qui services are soutiennent ce provided type in a de timely service basis to et ensure that the young people do not pour suffer. veiller, And enfin, when pour we vraiment also veiller à ce talk que les jeunes about ne souffrent pas de SRHR, complications. it doesn't necessarily mean that abortion needs to be done. Mais ça ne veut Because pas forcément when we dire que talk about l'avortement doit toujours sexuality avoir lieu. Parce que and quand on parle de the issues about sexualité relationship, how a ou girl or des boy problèmes de supposed to relation, maybe approach such matters is very important. And c'est the reality important is there. Most of d'aborder le them sujet tend de to manière pertinente conflict culturellement. healthy relationship in life. You know, so I think that is a Et parfois, positive c'est thing. important de prendre en And compte la personally, I'm relation. interested in Et moi, ensuring that at en tout least the cas, society becomes a better ce place que for je the veux young dire, c'est que generation and even most ma société, en families tout cas, devient moving out of fears. plus Thank you. ouverte sur ces sujets-là, Thank you. et en particulier pour les jeunes. We have Queensesser. Please ask your question. I was trying to turn on my camera, but I Yes, don't you're. know. No, it's okay. We can hear you. Okay, okay. All right, fantastic. So I'm Nigerian and Je viens du I Nigeria my work is an intersection of et je travaille SHRH, à alongside l'intersection menstrual hygiene management here in Nigeria in rural communities. And over time, when we de, do de some plusieurs thèmes. discussions in communities, I have come to realize, together with my team, that when it comes to the situation of abortion, religion has played a very large role in affecting the rate of abortion when things happen. But I want to hear your thoughts on this, especially with the global rate of family planning, the statistics and index involved in this. I would love to hear your opinion about the role of religion when it comes to abortion, because as much as it is the adolescent girls we are working with are they are institutionally based, some Christians, some Muslims. So we can't impose some certain things on them because sometimes we are given just the permission to teach them only. So I would like to hear your thoughts about this. Thank you so much. Great. Is there someone that would like to answer that question? I can come in quickly on that, Matt, and from the perspective of IPPF, because we offer a lot of safe abortion Alors, services du point de vue here as de well. l'IPPF, puisqu'on offre des services d'avortement sécurisés partout dans le monde, enfin dans plusieurs endroits du monde, mais bien sûr, on doit travailler dans le contexte légal de chaque pays. Et dans certains cas, dans les pays dans les pays qui ont des politiques théologiques, donc basées sur la religion, comme au Pakistan par exemple, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec les chefs religieux pour essayer de comprendre quelles normes ils utilisent pour déterminer leur loi en matière d'avortement. Par exemple, au Pakistan, ils en sont arrivés à autoriser l'avortement jusqu'à, je crois, 21 semaines.
parce que dans le cas de leur religion, c'est permis. Mais bien sûr, il y a toujours des barrières qui viennent parfois, même si la loi est là, parfois il y a quand même des barrières et des stigmatisations en termes d'attitude des prestataires de services. Donc nous, on travaille beaucoup avec donc des acteurs communautaires pour veiller à ce que les prestataires de services sachent que, un, c'est légal dans certaines circonstances et que, deux, pourquoi c'est légal. Donc et je sais qu'il y a beaucoup de pays qui ont un lien très fort entre le gouvernement et la région. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Et dans ce cadre-là, quand la religion joue pas un rôle si important dans la gouvernance du pays, on se base simplement sur la loi. Sinon, on travaille avec les acteurs religieux pour sensibiliser les prestataires de services. Donc, je crois qu'on en arrive à la fin de cette session, mais juste avant de terminer, de conclure, j'aimerais vous présenter quelles sont les prochaines étapes. Donc, d'abord, on va vous envoyer l'enregistrement de cette session, y compris un kit qui va inclure tout ce que vous avez déjà entendu, plus d'autres ressources pour pouvoir avoir des informations de contact pendant la conférence Women Deliver et après. Et puis, le site internet saxoclock.news sera en live, sera disponible dans les prochains jours. Et donc, ce sera un nouveau site qui va inclure de nombreuses nouvelles informations. Une chose importante sur le Media Lab, c'est quelque chose qu'on lance à Johns Hopkins, qu'on a déjà commencé à l'ICFP, mais donc en fait c'est un laboratoire média qui est itinérant et qui va voyager d'une conférence à l'autre et qui a pour objectif de mettre en lumière des reportages, des sujets importants en termes de rayonnement médiatique. Donc, on vous invite à nous suivre et il y a beaucoup d'opportunités autour du Media Lab par l'avenir. Donc, Dina va organiser ces 3 événements que vous voyez qui auront tous lieu en personne. Ce ne sera pas virtuel, mais si vous êtes là en personne à Melbourne, Dina va mener donc ces 3 conversations. Donc, il y aura une clinique de développement de compétences, il y aura une conversation au coin du feu, un feu symbolique bien sûr, et aussi une production d'actualités, de nouvelles. Merci beaucoup. Je crois que j'ai vu que certains d'entre vous sont intéressés par créer un groupe WhatsApp. Donc, je vais en parler à l'équipe pour que tout le monde puisse continuer à échanger, à transmettre vos dernières actualités, etc. Donc, j'en parlerai au sein de mon équipe et puis on vous tiendra au courant. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à nos intervenantes. Merci pour votre travail. Et merci à tous les journalistes qui avaient pris le temps d'écouter cette conversation aujourd'hui. Merci pour votre travail. Thanks, everyone. Thank you. Thank you, Matt.